Comment accompagner la création d'une collection? C'est le sujet qui va nous animer à présent. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Laurent Issora. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable Art Banking au sein de Société Générale Private Banking. On va essayer de comprendre ensemble comment un banquier comme vous peut accompagner la création d'une collection. Déjà, peut-être la première question qu'on peut se poser quand on a cette envie d'acheter une ou plusieurs œuvres d'art, de créer une collection. Est-ce qu'il faut qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Est-ce que c'est de la passion? Est-ce que c'est la volonté d'un investissement? Est-ce que c'est un achat en lien avec peut-être une sensibilité particulière à un artiste? Comment est-ce qu'on appréhende cette acquisition? Vous avez cité beaucoup d'aspects passionnants de ce sujet. Je crois qu'il y a une question sur laquelle il faut avoir une vision claire, qui est celle de savoir qu'une œuvre d'art, un actif de collection, c'est un actif d'une nature tout à fait particulière. Il ne s'agit pas d'un objet dont on devrait, comme ça, a priori, nécessairement attendre en particulier un retour financier. Bien sûr. C'est très difficile de prévoir l'évolution des prix, qui eux-mêmes dépendent peut-être d'effets de mode et d'autres paramètres dans le futur. Un actif de collection, ça ne génère pas de rendement régulier, positif, tel que par exemple un bien immobilier qui produit des loyers. Une obligation qui sert des intérêts, un coupon, ou une action qui produit un dividende. Une œuvre d'art, ça produit autre chose. Et sa raison d'être, en fait, au début, pourquoi est-elle créée? C'est pour générer du plaisir. Un plaisir esthétique, un plaisir intellectuel, participer au bonheur du collectionneur, de la collectionneuse, être entouré de belles choses. Il y a peut-être un élément de fierté et de statut social. Tout cela, c'est intangible, c'est impossible de le mesurer en dollars ou en euros, et pourtant, c'est bien réel. Donc, il est important de ne pas partir sur un malentendu, de bien comprendre ce que c'est que la nature d'une œuvre d'art, et puis ensuite, bien sûr, on peut partir dans la construction d'une collection et l'acquisition des premières œuvres. Et pourtant, il faut quand même intégrer quelques notions financières dans l'administration d'une collection, puisqu'il faut déjà y intégrer une dimension transactionnelle. On va acheter, on va vendre des œuvres d'art, on va potentiellement arbitrer, administrer des collections, et là-dessus, il faut y rajouter quand même cette touche-là aussi pour bien gérer sa collection. Absolument. Le premier point, en fait, à avoir en considération, c'est le moment où les actifs entrent dans la collection, c'est-à-dire au moment où on les achète. Et acheter une œuvre d'art, c'est d'abord réaliser un certain nombre de due diligence. Sélectionner des actifs de qualité. Pour un artiste en particulier, deux œuvres ne se valent pas nécessairement. Et il y a toujours un bénéfice à aller vers les œuvres de la meilleure qualité. C'est aussi donc faire un certain nombre de contrôles sur le titre de propriété du vendeur, notamment dans une opération de gré à gré entre particuliers. C'est extrêmement important de vérifier que la personne a bien la capacité de vendre. Ça va être le contrôle aussi de l'état de conservation de l'objet, de l'authenticité, évidemment. Et puis ensuite, il faut se poser la question de son objectif, avant même de se poser la question du prix d'acquisition, qui évidemment est très importante parce que celui-ci peut être négocié. Mais quel est mon objectif? Lorsque j'achète une œuvre d'un artiste émergent, contemporain, évidemment c'est formidable, c'est passionnant parce que on va contribuer quelque part à un moment important de la vie de cet artiste. On participe à un écosystème qui va être aussi représenté par le galeriste, le marchand d'art qui le représente. Et il y a une opportunité, peut-être avec un niveau de probabilité très incertain, qu'un jour cet artiste dont on a acheté une œuvre à un prix très bas, eh bien gagne significativement en valeur. Mais lorsqu'on achète une œuvre d'un artiste émergent contemporain, si on souhaite revendre rapidement, en général, on est sur un marché, on est sur un premier marché. Donc il n'y a pas de marché secondaire. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liquidité. Il faut bien se poser ces questions-là. Oui. C'est absolument essentiel, parce que si l'idée est de créer plutôt une réserve de valeur, en se disant, voilà, c'est quelque chose que je pourrais peut-être transmettre à mes enfants, mes petits-enfants, dans ce cas-là, c'est peut-être intéressant de prendre un angle un peu différent, c'est-à-dire de travailler à l'acquisition d'œuvres, d'artistes historiques qui bénéficient d'une cote, dont les œuvres sont déjà négociées typiquement aux enchères publiques, qui présentent l'avantage d'une grande transparence, ce qui nous permet en fait d'avoir des points de référence en termes de prix qui permettent de valider le prix qu'on envisage de payer pour une œuvre, mais aussi de se conforter quant à l'existence d'un marché secondaire. Il y a une liquidité. Et donc, si un jour, moi-même, mes enfants, mes petits-enfants avaient besoin de revendre cette œuvre, le fait d'avoir un marché secondaire vivant, va permettre de réaliser ceci sans que le coût de la liquidité soit exorbitant.
Comment intégrer aussi le fait que l'opération soit positive, si je puis m'exprimer ainsi? J'ai des termes financiers, mais l'idée non, que... Vous avez bien raison, absolument, Nicolas. Je pense que l'autre point essentiel, et même un certain nombre de collectionneurs sophistiqués ne l'ont pas forcément complètement à l'esprit, c'est qu'une fois que les actifs entrent dans la collection, eh bien, il s'agit d'objets dont il va falloir gérer, ou dont on a intérêt à vraiment gérer activement la valeur. Une gestion active de la valeur, quand on parle d'objets de collection, ça commence par ce qui est la pierre angulaire du management de collection, un inventaire de collection. D'accord. Et puis quand on a mis en place un inventaire de collection qui vous donne la photographie de la valeur objet par objet, et puis avec un total, avec des sous-totaux par catégorie, et puis un total général, et qu'on met à jour cet inventaire, on va constater que ces valeurs, elles bougent. Bien sûr. Et quand ça monte, quand ça baisse, bien sûr, ça peut ouvrir la réflexion et déboucher sur des décisions. Une fois qu'on a mis en place son inventaire de collection, dans le processus même, on va peut-être s'apercevoir qu'il y a des lacunes dans cette collection, des lacunes documentaires, des incertitudes quand il y a une attribution. Travailler sur ces sujets-là va permettre de consolider la valeur. Protéger les actifs aussi, typiquement les assurances d'œuvres d'art, énorme sujet, très peu en fait, ou assez mal pris en compte par de nombreux collectionneurs. C'est très étonnant, mais c'est comme ça. Et avoir en tête très rapidement que vendre ou acheter une œuvre d'art, ça a un coût et il faut l'intégrer aussi dans l'opération globale. Absolument. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel d'avoir en tête. Le côté imprévisible de l'évolution des prix à long terme, et puis les frais de transaction, quand même. On parle de 25-30% de frais de transaction qui se justifient, mais qu'il faut vraiment bien avoir en tête avant de se lancer pour tout simplement partir sur de bonnes bases. Merci beaucoup, Laurent Issora, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable Art Banking au sein de Société Générale Private Banking. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.